Bonjour et bienvenue, vous écoutez Nolotech Podcast. Nolotech Podcast, épisode 10, fin de règne pour John Sculley. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent avec le logiciel HyperCard, John Sculley essaie de passer pour un visionnaire. Pour le comprendre, il faut se rendre compte qu'il souffre certainement d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de Steve Jobs. Il est en admiration devant lui. Cela rappelle aussi un peu le complexe d'infériorité dont souffrait Steve Jobs lui-même par rapport à Steve Wozniak. La création du Macintosh a été la démonstration pour Jobs qu'il était lui aussi capable de créer un ordinateur révolutionnaire. De la même manière, John Sculley veut créer un produit équivalent à l'Apple II et au Macintosh pour lui aussi entrer dans la cour des visionnaires. C'est dans ce but qu'il écrit un livre appelé Odyssée, Pepsi to Apple. À la fin du livre, il fait quelques prédictions sur le futur de l'informatique. Pour cela, il décrit alors ce qu'il appelle le Knowledge Navigator, qu'on peut traduire par navigateur de la connaissance. Une sorte de tablette permettant d'accéder à un large réseau d'informations connectées entre elles et utilisant des intelligences artificielles, aussi appelées agents logiciels à l'époque, pour aider à la recherche d'informations. Afin d'inspirer l'excellence, comme il le dit chez Apple, Sculley offre un exemplaire de son livre à chacun de ses employés, et cela aux frais de l'entreprise, évidemment. Peut-être que, comme beaucoup de livres de personnalité, son livre n'a pas été écrit directement par lui-même. Une chose est sûre, la description du Knowledge Navigator est très proche du Dynabook de son conseiller spécial Alan Kay. C'est d'ailleurs ce même Alan Kay qui lui conseille d'aller faire un tour dans les laboratoires de recherche avec lui comme guide. Kay lui fait comprendre que pour arriver sur le marché, toute innovation en informatique met 15 à 20 ans à être développée. Ainsi, si Sculley veut voir l'informatique de demain, il faut qu'il voit ce qui se passe dans les laboratoires. Le fruit de cette réflexion est conceptualisé dans une vidéo appelée Knowledge Navigator sortie en octobre 87. Anticipant les capacités de calcul des ordinateurs dans 20 ans grâce à la loi de Moore, la vidéo montre l'utilisation classique d'un ordinateur en 2007. Je rappelle que la loi de Moore est une loi empirique qui permet de prédire la puissance de calcul des ordinateurs. C'est Gordon Moore, l'un des 3 cofondateurs d'Intel, qui l'a décrit en 1965. Il remarque que la complexité des microprocesseurs double tous les ans à coût constant. Au final, on gardera comme description de la loi de Moore que la capacité de calcul des ordinateurs double tous les 2 ans. Cette règle est restée étonnamment vraie pendant plus de 30 ans. Il est donc assez facile d'anticiper les capacités de calcul des ordinateurs. Dans la vidéo Knowledge Navigator, on y voit un enseignant utilisant une tablette avec une intelligence artificielle qui apparaît sous la forme d'un majordome. L'interaction se fait sous la forme de discussion, l'enseignant demandant des informations à l'intelligence artificielle qui réagit en conséquence. Ce qui est saisissant dans cette vidéo est que l'on reconnaît assez facilement des technologies que l'on utilise aujourd'hui. On retrouve ainsi une connexion Internet sans fil, une intelligence artificielle proche de Siri, un logiciel de vidéoconférence similaire à FaceTime, un ordinateur avec écran tactile ressemblant à un iPad, et le contrôle d'un ordinateur par la voix et les gestes. La vidéo a un grand retentissement au niveau des médias. Le magazine Fortune ira même jusqu'à mettre Sculley en couverture avec un modèle en bois de la tablette Knowledge Navigator à la main. Oui, un modèle en bois. Pourquoi en bois, me direz-vous? Tout simplement parce que le Knowledge Navigator n'existe pas. Tout cela, c'est du vent. C'est un concept, mais aucune technologie montrée dans la vidéo n'existe en l'état. En effet, en 1987, il n'existe pas de connexion sans fil comme le Wi-Fi ou le Bluetooth, on utilise d'ailleurs plutôt l'infrarouge. La qualité des réseaux n'est pas assez bonne pour permettre un flux vidéo tel que le permet FaceTime, et je ne parle même pas de la reconnaissance vocale ou de gestes, et encore moins de l'intelligence artificielle. Or, en voyant les vidéos, les médias pensent que le Knowledge Navigator est un vrai produit qui sortira bientôt. Malgré tout, la vidéo positionne Apple comme une société innovante qui va construire l'informatique de demain. Elle permet aussi de donner un objectif à long terme en interne pour les ingénieurs d'Apple. Contrario, cela aura des conséquences fâcheuses au niveau des clients d'Apple. En voyant cette vidéo, tout le monde veut pouvoir acheter cette fameuse tablette. Or, comme je l'ai dit, elle n'existe pas. Et c'est la déception. La réalité de l'informatique de la fin des années 80 est bien moins glamour que le Knowledge Navigator. Cela me fait un peu penser à la manie des constructeurs automobiles, notamment français, qui sortaient chaque année des concept cars toutes plus évoluées les unes que les autres. Cela faisait envie, jusqu'au moment où on se rend compte que tout cela aussi c'est du pipeau. Et qu'au lieu du super concept car qu'on a vu au mondial de l'auto, quand on va en concession, on se retrouve avec une Renault 21 Nevada ou une Peugeot 309 GRD. Bref, l'effet négatif de cette vidéo est qu'en comparaison, la ligne de produits d'Apple semble être bien fade. Il n'y a pas que le Knowledge Navigator dans la vie. En attendant le futur, il faut bien construire le présent. Or, la concurrence propose depuis un moment des ordinateurs portables. Il est temps qu'Apple fasse de même.
En septembre 1989 est annoncé un nouvel ordinateur, le Macintosh portable, premier portable d'Apple. Le concept d'un Macintosh avec batterie, que l'on peut amener partout avec soi, n'est pas une nouveauté. Le concept de départ, pensé par Jeff Raskin, devait être déjà portable. Vous pouvez écouter à ce sujet l'épisode 6. Même si cette idée avait été abandonnée en 1983, donc un an avant la sortie du Macintosh, Steve Jobs donne pour objectif de faire un Macintosh de la taille d'un livre pour une sortie en 1986. Évidemment, cela est un brin optimiste. Jobs finalement échoue à convaincre le conseil d'administration de faire un Mac portable en avril 1985, quand il s'intéresse aux écrans plats. Le projet est repris par Jean-Luc Gasset à la fin de l'année 86, avec comme nom de code Projet Laguna, qui est, soit dit en passant, aussi le nom d'un super concept car de Renault, mais aussi ce nom a été repris pour le nom d'une médiocre voiture. Bref, le but de ce projet est de faire un Mac SE, mais portable. Le Macintosh portable est un tour de force technologique. Malgré tous les efforts des ingénieurs, on ne peut s'empêcher de pointer du doigt les problèmes de cet ordinateur. Un ordinateur portable, il est très lourd. En effet, il fait plus de 7 kg, et en plus, il est imposant. Peut-on dire d'un ordinateur qui fait 7 kg qu'il est portable ? Le terme le plus approprié serait plutôt transportable. De plus, il coûte plus du double que le Mac SE avec un prix de départ de $6 500, et cela sans disque dur. Ensuite, au niveau du design, il faut admettre qu'il n'est pas réussi. Il ressemble à une grosse valise beige. Afin de le rendre un peu plus sexy, il apparaît en couverture du magazine MacUser, aux côtés d'une mannequin en maillot de bain se baignant dans une piscine. Je vous ai mis l'image en description si cela vous intéresse. Cependant, on peut aussi souligner des éléments positifs de la machine. Elle possède un clavier de taille normale, ce qui est rare pour un ordinateur portable qui à l'époque avait généralement un clavier beaucoup plus petit, sans touche numérique par exemple. La trackball est intéressante car elle peut être mise de chaque côté du clavier, gérant ainsi les gauchers et droitiers. Le Macintosh portable a aussi des haut-parleurs. L'écran, lui aussi, vaut le coup d'œil. Il est de type matrice active, chaque pixel est contrôlé par un transistor. L'écran a donc un affichage clair et fin, bien que monochrome, et cela sans effet fantôme comme sur les matrices passives. De plus, il est visible quel que soit l'angle de vision. Bien que plat et portable, l'écran a une excellente résolution de 640 x 400. L'écran est d'ailleurs bien meilleur que celui des Mac classiques, car il est plus grand avec une meilleure résolution. Sharp a d'ailleurs été obligé de créer une usine exprès, ce qui a posé des problèmes de production. Au niveau de la batterie, Apple choisit une batterie plomb-acide, similaire à ce que l'on trouve dans une voiture thermique, au lieu de nickel-cadmium comme le reste du marché, et cela afin d'avoir une batterie qui dure beaucoup plus longtemps. Grâce à cela, le Macintosh portable a une autonomie de plus de 10 heures en utilisation normale et 1 mois en veille, ce qui est phénoménal, même aujourd'hui. Mais en contrepartie, on se retrouve avec une batterie trop grosse et lourde. Alors que le Mac portable fait plus de 7 kg, la concurrence est généralement en dessous des 4,5 kg. À cause de cela, il est impossible de l'amener dans un avion, car il ne rentre pas sur la tablette. De plus, l'écran n'étant pas rétroéclairé, il est difficile à lire, sans une lumière directe, un peu comme pour la Game Boy originale, pour ceux qui s'en rappellent. À ce propos, une version avec rétroéclairage arrivera 1 an et demi plus tard, en février 1991, soit quelques mois avant la présentation des PowerBook. Malgré son lot de soucis, le Macintosh portable est une merveille technologique. On sent que les ingénieurs d'Apple s'y sont donnés à cœur joie en essayant de tout mettre dans ce portable. Il est d'une incroyable complexité à tous les niveaux, que ce soit la miniaturisation, l'écran, la batterie, la gestion de la mémoire, la gestion de l'énergie, et en passe. Il est sans doute sorti trop tôt, la technologie n'étant pas encore prête. Malgré son échec relatif, Apple ne baisse pas les bras et continue de travailler dans cette même direction. Mais l'échec a un coût. Jean-Louis Gasset est poussé à la démission 1 an après la sortie du Mac portable, en septembre 90. Outre les ventes décevantes du portable, sa démission est expliquée aussi par d'autres facteurs. D'abord, il a un certain nombre d'ennemis au sein d'Apple qui attendaient le moindre faux pas de sa part. De plus, on lui reproche pas mal de choses, comme son entêtement de garder des marges monstrueuses, au-delà de 50%, soit plus du double que la concurrence. En conséquence, les produits Apple sont bien plus chers que le reste du marché et la société ne peut pas proposer, avec de telles marges, un Mac abordable. Mais Gasset a des arguments pour son entêtement à éviter de vendre un Mac pas cher. Il pense que cela risque de cannibaliser les ventes des ordinateurs à forte marge et qu'il donne une mauvaise image d'Apple. Autre élément qui lui est reproché, c'est sa gestion dispendieuse. En effet, plus de 500 millions de dollars sont dépensés en moyenne chaque année pour la recherche et le développement. Or, peu de choses en ressortent. La direction reproche à Gasset notamment de dépenser des sommes folles dans des projets de grande ampleur qui au final n'amènent rien de concret. Enfin, la dernière chose reprochée à Jean-Luc Gasset est son refus de vendre des licences du système Macintosh à d'autres sociétés afin de concurrencer Microsoft. Il pense qu'il y a plus d'argent à se faire en vendant du matériel à forte marge plutôt que de vendre des licences pour le logiciel. Bill Gates, devenu juste l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité, est là pour le contredire. Jean-Luc Gasset paye toutes ses prises de position. Michael Spindler prend sa place en tant que numéro 2.
Scully profite de cette réorganisation pour se nommer CTO en plus de CEO. Le CTO est le Chief Technology Officer, donc le patron de toute la partie technologique de l'entreprise. Les ingénieurs d'Apple en rient encore. Scully n'a aucune formation, ni scientifique, ni technique. Il est plus connu pour être un expert de la gestion et du marketing, mais il essaie de se réinventer en spécialiste de la technologie de pointe. Hertzfeld, développeur sur le Macintosh, acerbe, dit d'ailleurs « C'est un gros frimeur ». Gassé dira par la suite « Il avait un besoin irrépressible de mettre son nom sur un produit ». L'année 90 est une année charnière pour Apple. Le marché semble saturé. Apple n'arrive plus à faire augmenter son chiffre d'affaires comme avant. Entre 87 et 89, le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 2 milliards de dollars. Mais en 1990, il n'augmente pratiquement pas. La stratégie de livrer uniquement des ordinateurs chers à forte marge commence à devenir un échec et Scully s'en rend compte. D'où le départ de Jean-Luc Gassé. Ce n'est pas tout. Microsoft sort aussi en même temps Windows 3.0 qui amène son lot de nouveautés. De nombreux ordinateurs sont vendus maintenant avec Windows installé par défaut et le marché se rend compte que Windows est maintenant suffisamment bon pour le commun des mortels. La différence de prix entre les Mac et les PC devient bien trop grande et considérée comme injustifiée. C'est ainsi qu'Apple perd la première place de constructeur d'ordinateurs. Avec Jean-Luc Gassé mis de côté, l'idée de vendre des licences pour le système Mac revient au goût du jour. Mais cette fois-ci, c'est Michael Spindler qui s'y oppose. Il pense que c'est trop tard et il a sans doute raison. Scully va aller à l'encontre de la philosophie de Gassé et veut vendre des ordinateurs d'entrée de gamme afin de gagner des parts de marché. C'est pour cela que le Macintosh classique est créé. C'est le premier Mac à être vendu pour moins de 1000 $ et à vraiment, finalement, remplir le cahier des charges du Mac original, c'est-à-dire un ordinateur pour tout le monde, abordable, pour moins de 1000 $. Il aura juste fallu attendre 6 ans. J'en profite pour faire un petit hors-sujet. Vous avez remarqué que j'évite de lister tous les ordinateurs et leurs différentes versions, car cela serait trop rébarbatif, d'autant plus en audio. Cependant, je vais plus en détail sur les différents Macs sortis dans mon livre, si le cœur vous en dit. Néanmoins, permettez-moi de parler du Mac SE30. Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, parce qu'il est souvent considéré comme le meilleur Mac de tous les temps, tellement il était puissant par rapport à ce qu'il se faisait à l'époque. Il remplace le Mac SE, avec un processeur plus rapide, le Motorola 68030. Malgré son écran monochrome, il est tellement puissant qu'on peut lui brancher un deuxième moniteur en couleur. De plus, il est possible de monter jusqu'à 128 mégaoctets de RAM, ce qui est une quantité de RAM obscène à l'époque. Je rappelle qu'il est livré avec au départ 1 méga de RAM. Imaginez pouvoir mettre 128 fois plus de RAM dans votre ordinateur. C'est incroyable. Dans la pop culture, il apparaît sur le bureau de Jerry Seinfeld dans la série Seinfeld. C'est d'ailleurs le premier Mac à apparaître dans la série. Quand on dit à Jean-Louis Gassé que son prix de 4 400 $ est bien trop élevé, il répond avec acidité « Nous ne voulons pas castrer nos ordinateurs pour les rendre bon marché. Nous faisons des Honda, nous ne faisons pas des Yugo. » Yugo étant une marque yougoslave de voitures connue pour être particulièrement, on va dire, rustique, pour être poli. Mais principalement, j'aborde le Mac SE30 pour une toute autre raison. Il n'aurait pas dû s'appeler le Mac SE30. En effet, les Macs qui récupèrent le dernier processeur Motorola 68030 ont ajouté à leur nom la lettre X, comme le Mac 2 qui avec le 68030 devient le Mac 2X. Ainsi, si on suit cette convention, le Mac SE avec le 68030 devrait s'appeler le Mac SEX, donc le Mac Sex. Cependant, bien qu'Apple soit une entreprise californienne, elle n'en reste pas moins une entreprise américaine qui subit le puritanisme ambiant. Donc, pas de Mac Sex. Dommage. L'échec du Mac portable aurait pu refroidir la direction d'Apple. Cependant, au fur et à mesure des années, le marché des portables devient de plus en plus important. Il est donc nécessaire qu'Apple arrive à faire un Mac portable digne de ce nom. Pour y arriver, Apple embauche à tour de bras et décide de travailler avec Sony, marque reconnue pour son design de qualité. L'objectif est simple, essayer de faire comme le Mac portable, mais en gommant tous ses défauts. Il faut qu'il soit plus léger, plus fin, mieux en tout point. Et il faut aussi qu'il soit sexy. Pour cela, Apple fait confiance aux designers japonais. Il y a un coup à faire. À l'époque, les portables ne sont pas de très bonnes machines. Non seulement ils sont la plupart du temps lourds, moches et avec une autonomie dérisoire, mais leur performance laisse aussi à désirer. Le nouveau Mac portable, qui aura pour nom PowerBook, doit être donc un ordinateur moins lourd que la concurrence, un objectif de moins de 4 kg est annoncé, tout en étant aussi performant qu'un Mac de bureau. Ah, et il faut en plus qu'il soit beau. Bref, le projet est très ambitieux. Au départ, 3 versions sont prévues. La première est la version la plus petite, dessinée par Sony. Son nom de code est Asahi. Au niveau du matériel, Asahi sera très proche du Mac portable sorti 2 ans plus tôt. Il sortira sur le nom de PowerBook 100. Une deuxième version, au nom de code Team LC pour low cost, doit être la version la moins chère. C'est le PowerBook 140. Enfin, la troisième version, appelée Team, tout simplement, doit être la machine la plus performante. Faites place au PowerBook 170.
Les PowerBooks surprennent par leur design. Sony a fait un travail qui frise la perfection. Les PowerBooks ne ressemblent à aucun autre ordinateur portable. C'est le premier ordinateur portable qui laisse de la place pour la paume des mains, par exemple. En effet, la plupart des portables de l'époque ont un clavier qui arrive au bord de la machine, forçant l'utilisateur à avoir la paume des mains sur le bureau et les doigts sur le clavier. Ce qui est surprenant, c'est que généralement, il y a un espace entre le clavier et l'écran. Espace donc perdu pour l'utilisateur. Un exemple frappant est le compact LTE, sorti en 89, qui illustre bien ce problème. Je vous ai mis un lien en description pour voir à quoi cela ressemble. Ce n'est pas le cas pour le PowerBook. Cet espace pour les mains deviendra le standard par la suite pour tous les portables. Ensuite, entre les mains se trouve une trackball qui fait office de souris. Le PowerBook permet de l'utiliser sans que les mains quittent le clavier. Aussi bizarre que cela puisse paraître, cela est assez nouveau. Certains portables à l'époque n'ont pas de système de pointage intégré, et ceux qui en proposent ont une solution bien particulière. Par exemple, Compact permet de connecter une trackball, mais derrière l'écran. Oui, vous avez bien entendu, la trackball est derrière l'écran, car il n'y a pas de place, et parce que les connectiques sont souvent situés derrière l'écran. D'autres machines permettent de connecter une trackball, mais sur le côté du clavier. Mais à ce moment-là, cela ressort, ce n'est pas intégré. Le PowerBook a tous les avantages. Il est plus léger, moins épais, plus beau, plus facile à utiliser et surtout beaucoup plus confortable. Au niveau logiciel, Apple a fait du bon travail. Le système a été retravaillé afin de moins consommer d'énergie. Par exemple, quand le PowerBook fonctionne sur batterie, le processeur est ralenti, permettant une meilleure autonomie. L'échec du Mac portable est encore à l'esprit lors du lancement des PowerBook. C'est pourquoi Scully veut éviter de prendre des risques et fait une campagne marketing à minima, craignant un autre échec. Le budget marketing est ridicule, à peine $1 million, quand d'autres campagnes ont un budget 10 fois supérieur. Une seule publicité sera produite par Chiat Day. Elle montre l'immense basketteur, tant par le talent que par la taille, Karim Abdul-Jabbar, assis inconfortablement dans un avion. Il sort alors son PowerBook et commence à travailler dessus. La voix off dit alors, au moins, ses mains sont confortables. Comme on peut l'imaginer, avec tous ses avantages sur la concurrence, le PowerBook est un succès immédiat. Cependant, la version 100 ne se vend pas très bien, à tel point qu'Apple baissera son prix de $1000 afin d'écouler les stocks. Ce sont les versions 140 et 170 qui sont les blockbusters et cela à la grande surprise d'Apple. En effet, l'entreprise pensait vendre beaucoup plus de versions abordables, 100, que les versions plus chères, 140 et 170. Du coup, les 140 et 170 sont en rupture de stock. Même avec ces problèmes, le PowerBook vont générer plus d'$1 milliard de chiffre d'affaires pour 400 000 machines vendues. Cela repositionne Apple sur le marché des ordinateurs. L'entreprise de Cupertino devient le premier vendeur d'ordinateurs portables. Le PowerBook devient une icône que l'on voit par la suite partout, dans les séries télé et au cinéma. D'ailleurs, les scénaristes d'Hollywood l'adorent, leur permettant d'écrire partout où ils vont. Depuis les PowerBooks, les ordinateurs portables deviendront une part importante des revenus d'Apple, devant les ordinateurs de bureau et cela jusqu'à l'arrivée de l'iPod. S'il y a une leçon à tirer du succès des PowerBooks, c'est qu'un design de qualité peut faire la différence entre un produit lambda et un produit sans précédent. Apple en a conscience et commence à changer sa façon de travailler. Jusqu'à présent, Apple ne faisait pas le design en interne, préférant travailler avec des sociétés externes comme Frog Design. Néanmoins, Frog Design commence à devenir de plus en plus gourmand lors des négociations de contrats, ce qui pousse Apple à créer sa propre équipe de designers. Le but au départ est d'économiser de l'argent, car faire le design en interne est moins cher que d'engager une société de renom. Pour diriger cette équipe, Apple choisit Bob Brunner, et non, ce n'est pas la copie bas de gamme de Hulk. Il se donne pour mission d'engager de jeunes designers prometteurs dans le but de faire des produits qui se démarquent de la concurrence. En effet, depuis ses premiers produits comme l'Apple II et surtout le Macintosh, Apple est connu pour avoir un design soigné et différent. Bob Brunner veut continuer dans cette voie. Avant de travailler pour Apple, Brunner était consultant, ce qui l'a amené à travailler avec beaucoup de designers différents. Il va ainsi contacter les meilleurs afin de les convaincre de venir travailler pour Apple. Il va préférer embaucher de jeunes designers talentueux et aux idées originales. Il faut aussi qu'ils aient l'habitude de travailler rapidement et efficacement. C'est pour ça qu'il va chercher des designers travaillant comme consultants. Le jeune Jonathan Ive correspond totalement à ce profil. Il vient de sortir de son école de design et travaille dans une société de consultants en design, Tangerine. Même si Brunner a échoué 2 fois à le recruter, il ne s'annonce pas vaincu. Pour le convaincre, il va signer un contrat avec son agence de consultants afin de faire travailler Ive sur un projet spécialement conçu pour le débaucher. C'est le projet Juggernaut. Là aussi, aucun lien avec Marvel. Pour éviter que la routine s'installe chez Apple, Brunner crée le projet Juggernaut qui consiste à faire des designs d'ordinateurs du futur, avec des formes originales et cela sans limite de temps afin de laisser parler la créativité des designers. Avec le succès du PowerBook et l'arrivée imminente du Newton, qui fera l'objet d'un épisode dédié bientôt, Apple comprend que le futur de l'informatique sera portable et personnel.
Brunner cherche donc à anticiper et cherche des designs prêts à être utilisés rapidement au cas où la direction souhaite sortir un produit équivalent. C'est ainsi que pour le projet Juggernaut, les designers doivent concevoir, par exemple, des appareils photo numériques, des lecteurs de musique numérique, des PDA et des tablettes avec un stylet. De son côté, Ive travaille sur une tablette avec un clavier et 2 ordinateurs portables. Cela tombe bien, Johnny Ive commence un peu à s'ennuyer chez Tangerine. Il y design des toilettes, des brosses à dents ou encore un lavabo. C'est ce dernier qui est la goutte d'eau qui fait déborder le bidet. Quand il livre à son client un toilette, un bidet et un lavabo, ceux-ci sont refusés. Le client donne comme raison que les produits sont trop chers à produire et sont trop modernes. Ainsi, le projet Juggernaut vient à point nommé pour Johnny Ive qui est prêt à changer d'air. D'autant plus que Brunner adore son travail. Il lui propose pour la 3e fois de venir travailler chez Apple. Ive hésite, car toute sa vie est à Londres, et partir à l'autre bout du monde, notamment quand on est marié, n'est pas une décision à prendre à la légère. Cependant, il a adoré les défis proposés par Juggernaut. Il ne se voit pas designer des bidets toute sa carrière. Apple lui permet de participer à la création de produits importants qui formeront le futur de la technologie. Brunner sent qu'Ive hésite et l'invite avec sa femme en Californie pour leur montrer la douce vie sur la côte ouest. Ive est conquis et accepte de travailler en tant qu'employé à temps plein d'Apple. Il a 25 ans. Ce n'est évidemment pas la dernière fois qu'on parlera de Johnny Ive. La montée en puissance de Microsoft commence à faire peur à tout le monde. C'est le cas de Novell, société spécialisée dans la mise en réseau des ordinateurs. Novell pense que Microsoft va chercher à les concurrencer en sortant un système d'exploitation pour les entreprises, gérant la mise en réseau de clients ainsi que de serveurs. La rumeur s'avère exacte. Microsoft travaille depuis des années sur ce qui deviendra Windows NT, qui sort en 1993. Novell, sentant qu'elle ne peut pas s'opposer à Microsoft seule, cherche à trouver un allié et propose à Apple de porter le système 7 sur les puces Intel. Idée qui traîne d'ailleurs dans les tiroirs d'Apple depuis la création du Macintosh. Mais en 1992, le contexte est radicalement différent. Windows 3.1 démontre le danger qu'est Microsoft. Le projet est nommé Star Trek, car cela permet au Mac d'aller là où aucun autre Mac n'est jamais allé. Rappelons que le Mac jusqu'à présent ne fonctionne que sur les processeurs Motorola de la famille 68000. Or, la majorité du marché fonctionne avec des processeurs Intel de type x86. Le projet Star Trek permettrait au Mac d'être compatible avec une grande partie du marché. Voyant le succès de Microsoft et les coûts et problèmes associés au matériel comme la gestion du stock, Sculley a l'idée de transformer Apple en société produisant et vendant du logiciel. Le projet Star Trek sera la première étape vers ce but. Le projet commence en février 1992 et est soutenu par le CEO d'Intel, Andy Grove. Lui aussi voit d'un mauvais œil la montée en puissance de Microsoft et sa mainmise sur le marché du PC. Il pense qu'une alternative ne ferait pas de mal. Cependant, le portage d'un système d'un processeur à un autre est un travail complexe, d'autant plus quand on se rend compte que la majorité du code du système 7 est écrit en assembleur pour des questions de performance. Ainsi, il faut réécrire pratiquement l'intégralité du système pour le rendre compatible avec les puces Intel, ce qui est une tâche titanesque. Malgré les difficultés, 10 mois plus tard, en décembre 1992, les ingénieurs livrent une démo qui surprend la direction par sa qualité. Les ingénieurs prennent alors des vacances bien méritées, mais ont une mauvaise surprise à leur retour. La direction a changé d'avis et Star Trek est purement et simplement annulé, afin de porter le système 7 sur des puces, mais cette fois-ci PowerPC. Je parlerai de ce changement d'architecture processeur dans un prochain épisode. Il faudra attendre plus de 10 ans, en 2005, pour que le Mac soit compatible avec des processeurs Intel. Comme on a pu le voir, Apple prend l'habitude de travailler avec d'autres sociétés. En effet, c'est vers la fin de l'année 92 que Sculley commence à avoir la certitude qu'Apple ne peut pas résister à Microsoft seul. Il pense que la société doit s'allier avec une autre entreprise, quitte à fusionner. Sculley commence aussi à se lasser de son travail de patron d'Apple. Tout porte à croire qu'il est fatigué. Il n'arrête pas de prédire que le marché du Mac va se rétrécir inexorablement et qu'il faut qu'Apple crée un nouveau type de produit. C'est dans cet esprit que sont conçus des produits comme le Newton ou le Pippin, dont on parlera dans de prochains épisodes. Seulement, créer de tout nouveaux produits et plateformes est une tâche ardue qui demande énormément de ressources. Cela explique la volonté de Sculley de s'allier avec des partenaires, comme par exemple Sun, qui essaie de fusionner avec Apple depuis des années. Apple pense aussi éventuellement à fusionner avec Kodak. Cependant, les sociétés ayant des cultures d'entreprise tellement différentes, cela ne se fera pas. D'autres sociétés sont approchées, comme AT&T. Bref, tout est évalué. John Sculley est tel un jeune homme en fin de soirée qui cherche absolument à ne pas rentrer seul, quitte à choisir n'importe qui comme partenaire. Le 18 juin 1993, Sculley démissionne et est remplacé par Michael Spindler, alors président, COO et membre du conseil d'administration. Comme Jobs en son temps, il garde le titre de chairman, et le conseil d'administration lui donne comme rôle de chercher de nouvelles opportunités pour Apple. Mais comme Steve Jobs, il trouve que ce rôle purement protocolaire n'a aucun intérêt, et il s'éloigne d'Apple quand il déménage sur la côte Est en octobre 1993. Alors, que peut-on retenir du
passage de John Sculley à la tête d'Apple. Si on regarde les chiffres, c'est plutôt flatteur. En 10 ans, il a fait passer le chiffre d'affaires de 800 millions de dollars par an à plus de 8 milliards, ce qui semble impressionnant. Cependant, si l'on regarde cela de plus près, est-ce toujours le cas? Effectivement, Apple était sur un marché extrêmement porteur, avec une croissance rarement vue dans l'histoire. Tout le monde voulait acheter un ordinateur dans les années 80. Cette croissance et ce flux constant d'argent a tendance à cacher de nombreux problèmes d'une entreprise. Problèmes qui remontent à la surface une fois la croissance calmée. À ce moment-là, difficile de les cacher sous le tapis. John Sculley avait tendance à hésiter, longtemps, à ne pas vouloir trancher. Et une fois qu'il prend une décision, il est souvent trop tard. Sous la pression, il semble paniquer. Par exemple, quand les ventes du Mac sont décevantes, il va créer de nouveaux modèles pour essayer de toucher tous les publics, à tel point que la ligne de produits devient incompréhensible tellement il y a de variations. De même, il tardera à rendre le Mac abordable, préférant suivre la doctrine suivant laquelle il faut une grosse marge sur chaque machine. Quand il se résout à le faire, c'est trop tard. Microsoft avec Windows a eu le temps de devenir la plateforme informatique par défaut. Un autre reproche qu'on peut lui faire est sa mauvaise gestion de la production et du stock. Ce qui est bizarre, pour un homme justement connu pour sa science de la chaîne logistique chez Pepsi. Sous son règne, de nombreux produits sont en rupture de stock pendant plusieurs mois, pendant que d'autres produits qui ne se vendent pas font déborder les stocks, jusqu'à devoir les enterrer dans des décharges dans le désert. Il lui est aussi reproché sa très mauvaise gestion du problème Microsoft. Il semble s'être fait rouler dans la farine par Bill Gates avec la signature du droit d'utilisation des éléments graphiques. Et après cette erreur manifeste, Sculley n'a pas su redresser la barre. Par exemple, quel aurait été le monde informatique si Apple avait vendu des licences Mac à partir de 1985? Sculley a été surpassé par les forces combinées de Microsoft, IBM et Intel. Alors que cela devait être son point fort, beaucoup sont ceux qui pointent sa mauvaise gestion ou plutôt son manque de gestion. De nombreux projets sont en développement, coûtant une fortune. On parle de plusieurs milliards de dollars tout de même. Et cela sans arriver au final à des produits. Des projets sont laissés sans supervision pendant des années, jusqu'au moment où ils sont considérés comme trop chers et purement et simplement annulés. John Sculley aura tendance à rêver du futur sans jamais vraiment le construire. En effet, c'est à cette époque qu'Apple sortira le plus de vidéos, de prototypes et de concepts sur le futur de l'informatique. Malgré tout, il fait tôt le bon constat. Le Mac est effectivement une plateforme qui va finir par s'effondrer sous les coups de Microsoft et Intel. Il va alors chercher à créer un produit qui pourra prendre la suite du Mac, comme le Mac a pris la suite de l'Apple II. Mais ni le Mac TV, le Newton ou encore le Pippin ne sera le succès escompté. Certains défendent Sculley, et ils ont de bons arguments. Ils disent qu'il a réussi à garder et à attirer de nombreux talents. Le Knowledge Navigator a eu un effet galvanisant sur ses troupes en donnant un objectif précis pour l'ordinateur du futur. Son constat sur la fin du Mac est juste. Quand il essaie de trouver un produit de remplacement, là aussi, il a raison. D'ailleurs, Steve Jobs aura la même réflexion quand il revient à la tête d'Apple en 1997. L'iPhone et l'iPad ne sont-ils pas les vrais descendants du Dynabook et du Knowledge Navigator? Sur sa fin de carrière chez Apple, on a senti chez Sculley une vraie chute de motivation. Rappelons qu'au départ, il comptait rester que 5 ans à la tête d'Apple. L'accélération du marché, à la fin des années 80, le pousse à rester. Seul le projet Newton semble l'intéresser au détriment de tout le reste. Or, il y a beaucoup de choses à faire. Mais cela l'ennuie. Il préfère déblatérer devant la presse sur le futur de l'informatique ou encore participer à la campagne présidentielle de Bill Clinton. Pour terminer la page John Sculley, je vous propose de vous faire part de ses prédictions faites en 1987 dans le journal Playboy. Je vous avais dit que Playboy était un journal super intéressant dans les années 80. Et dire que vous en doutiez. Bref, évidemment, il est facile de se focaliser sur les prédictions qui prêtent à sourire, comme les soviétiques marcheront sur Mars avant 2007 ou que le marché boursier japonais dépassera le marché boursier américain avant 2007 aussi. Sculley n'avait donc pas prévu l'effondrement de l'URSS ni la crise asiatique de 1997. Soit. Par contre, il fait d'autres prévisions plus pertinentes. Parmi elles, on peut citer que les supports à disque optique vont révolutionner la façon dont les ordinateurs personnels sont utilisés. Et il a raison. Ce sera le cas. Le CD va permettre une augmentation spectaculaire de tout ce qu'on appelait multimédia, comme la musique, la vidéo ou encore les jeux vidéo. Ensuite, Sculley dit « Je pense que nous ne reconnaîtrons plus les ordinateurs dans 2 ou 3 ans, car ils nous permettront d'accéder à des informations, qu'elles soient picturales, graphiques, sonores ou textuelles, que nous n'aurions même pas pu imaginer il y a quelques années. » Là aussi, il s'emballe un petit peu, mais si on regarde un ordinateur de 87 et un autre de 97, le contraste est saisissant. L'un ne peut afficher que des images, et encore dans des résolutions faibles, il ne peut pas stocker des vidéos, et il ne peut pas non plus stocker beaucoup d'informations. Et il ne se connecte pas en réseau, encore moins sur Internet. Pour celui de 1997, c'est exactement le contraire. Sculley ensuite ajoute « L'apparence de l'ordinateur va changer. Il ne ressemblera même plus à la forme à laquelle nous sommes habitués. Nous le porterons au poignet ou dans nos poches. Il utilisera des signaux radio pour accéder à l'information ou pour envoyer des données sur un réseau.
C'est sans doute là où Scully est le plus pertinent. Nous avons aujourd'hui l'Apple Watch et l'iPhone qui correspondent totalement à ce qu'il décrit, d'autant plus avec leur connexion 5G. Et Scully termine par cette phrase digne de Nostradamus, il sera difficile de dire où finit le téléphone et où commence l'ordinateur. Là aussi, il a totalement raison. Non seulement tous les téléphones aujourd'hui sont des ordinateurs, mais tout est un ordinateur. De votre montre, à votre carte bleue, à votre sonnette, à votre aspirateur en passant par votre voiture. Et par son travail, John Scully y a participé. Merci de m'avoir écouté. Pour m'aider à faire ce podcast, envoyez-moi un message, ça fait toujours plaisir, à nolotech.com/contact ou sur Twitter @nolotech. Vous pouvez aussi partager le podcast et lui donner une note sur les différentes plateformes. Et enfin, vous pouvez aussi acheter mon livre, L'histoire d'Apple, 45 ans d'innovation, disponible partout. J'ai mis tous les liens dans la description. À bientôt.